Cette ces conférence opérations-là. va maintenant être enregistrée. Voilà. Alors, je vais commencer par une brève introduction, quelques bases, avant d'évoquer les technologies et les logiciels qui sont concernés, et par la suite la notion d'interopérabilité. On va poursuivre après avec une analyse de risque et opportunité par rapport au précédent chapitre, et enfin voir aux hôpitaux universitaires quelle a été jusqu'ici notre démarche et en conclusion l'avenir. Alors tout d'abord, rappelons quelques fondamentaux. Alors d'abord, une maquette BIM, vous le savez, elle est composée d'un ou plusieurs fichiers informatiques qui sont issus d'applications métiers BIM, alors qui sont diverses, hein, Revit, Archicad, Tekla, il y en a plusieurs. Les sources de ces maquettes, elles sont dites propriétaires, c'est-à-dire qu'elles appartiennent, elles sont exclusivement ouvrables avec les logiciels métiers en question. Chaque maquette peut faire l'objet d'exports, faire différents formats de fichiers. Le plus connu, vous le savez, c'est le format IFC, c'est le standard international. Et chaque export dans ce format est associé à ce qu'on appelle la définition de vue modèle. Donc c'est le MVD en anglais. Et en fait, cette définition, elle est amenée à être utilisée par l'outil qui va interpréter le fichier d'export. Donc, c'est une version dégradée, en fait, de votre maquette complète. L'autre point, c'est que les maquettes BIM n'intègrent pas encore, ou les outils BIM n'intègrent pas encore de représentation symbolique ou schématique, ou très peu, c'est marginal. Donc, dans le cadre de l'exploitation maintenance, on va forcément avoir une persistance de plusieurs fichiers DWG pour toutes les représentations schématiques ou symboliques. Donc, qu'est-ce que ça implique? C'est quelques fondamentaux pour la gestion exploitation-maintenance. Tout d'abord, la nécessité de disposer d'un modeleur BIM unique. Alors, BIM unique, tout est relatif. Ça peut aussi être par corps d'état, puisqu'il y a des outils qui sont spécifiques par corps d'état sur l'ensemble du patrimoine. Donc, ça, c'est la première chose. Alors, pourquoi? Déjà parce que c'est pour des raisons évidentes de cohésion et de cohérence de données que vous aurez à gérer. C'est évidemment beaucoup plus simple. Le deuxième point, c'est que vous aurez l'impossibilité d'imposer à un maître d'œuvre extérieur le même modeleur BIM que le vôtre. Donc, ça, c'est évidemment du fait du Code des marchés publics. Et par conséquent, vous devrez peut-être réintégrer par la suite le projet qui va vous être rendu dans votre maquette d'exploitation. Ça, c'est un élément à prendre en considération. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, hein, d'ailleurs, hein, cette question de redessin et d'intégration dans les maquettes. Vous pouvez aller voir sur le guide du standard IFC qui est édité par Autodesk, qui dit bien que de toute façon, pour fusionner deux maquettes qui viennent de deux modeleurs différents, il faut passer par des phases de redessin. C'est écrit dans le manuel. Je vous invite à aller voir la page 17. Donc ça, c'est une chose assez importante à prendre en compte. Ensuite, l'impossibilité de se contenter d'export IFC dans les livrables. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, justement, du fait de ce qu'on a dit précédemment, du fait que les maquettes sont propriétaires, vous ne pouvez pas vous contenter des IFC. Si vous souhaitez après modifier la maquette native ou les fichiers qui vous sont remis, vous allez devoir disposer des licences des outils qui ont été utilisés. Sinon, vous n'aurez accès qu'à des exports, ce qui peut poser des problèmes, on le verra par la suite. Et ce que je disais un tout petit peu plus tôt, c'est la nécessité de maintenir certains fichiers DWG, notamment pour les schémas ou les synoptiques. En tout cas, aujourd'hui, à ce jour. Alors, maintenant, on va évoquer la technologie, les technologies et les logiciels. Alors, on va parler informatique, on va dire, stratégie. Alors, on va dire stratégie numérique et commerciale. Alors, on va faire un peu d'histoire, d'abord. Le format DWG, c'est encore aujourd'hui le format le plus utilisé, malgré l'émergence du BIM. Donc, il a été créé en 1970, très précisément, et il s'est développé à partir de 1982.
Donc, c'est un format de fichier qui est propriétaire, d'accord. Il a une rétrocompatibilité complète avec, sur l'ensemble de ses versions, c'est-à-dire que vous pouvez ouvrir toute version de fichier des plus anciennes aux plus récentes avec la dernière version d'AutoCAD, par exemple. Alors, ce format, vous avez vu que je vous ai dit, il est propriétaire. Alors oui, ce format est propriétaire, mais vous le savez, en fait, il ne l'est plus vraiment. Alors, ce format, il est devenu ouvert à partir de 1998, notamment grâce à l'action de l'OpenDWG Alliance, si vous connaissez. Aujourd'hui, elle s'appelle Open Design Alliance, c'est l'ODA. Et ce format, il a été ouvert par une action qu'on appelle de rétro-ingénierie, c'est-à-dire qu'ils ont regardé comment fonctionnait l'outil et comment étaient exploitées les données pour après créer des bibliothèques logicielles qui ont permis en fait de recréer des faux, on va dire, DWG, puisque le DWG est un format propriétaire. Alors, évidemment, Autodesk a beaucoup tenté d'actions en justice pour conserver en fait le monopole sur le format DWG, malheureusement sans succès, puisque c'est l'Open DWG Alliance est un consortium à but non lucratif et donc qui en fait a simplement promu l'ouverture de ce fichier. Donc aujourd'hui, tous vos outils de CAO, DAO et même de BIM utilisent ces bibliothèques logicielles pour enregistrer des formats DWG. Donc, c'est ce qui a permis aussi l'apparition d'outils alternatifs à AutoCAD, par exemple BricsCAD, GStarCAD ou d'autres outils. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'important à prendre en compte pour la suite. Parce qu'aujourd'hui, avec le BIM, la situation est assez différente, en fait. Alors, il y a d'abord des outils qui sont particulièrement nombreux sur le marché. Je vous ai mis quelques références ici, qui sont des formats propriétaires, là encore. Et alors, en parallèle de ces différents éditeurs de logiciels, ils se sont regroupés. Alors, ils se sont regroupés dans deux consortiums. Eh bien, le premier, vous le connaissez très certainement, c'est Building Smart. Alors évidemment, Building Smart, lui, son origine et son fondement, c'est la normalisation des process BIM, et c'est notamment lui qui assure l'évolution de l'IFC. Celui-là, vous le connaissez. Et c'est donc la plupart des éditeurs de logiciels font évidemment partie de Building Smart. Ensuite, on retrouve l'Open Design Alliance, ceux que nous avons évoqués pour le format DWG. Lui aussi, du coup, il y a plusieurs des acteurs qui font partie de ce consortium pour développer l'ouverture des formats par des bibliothèques logicielles. Et c'est là que, du coup, apparaît un paradoxe. Tout récemment, en fait, Autodesk a rejoint l'Open Design Alliance. C'est-à-dire que maintenant, AutoCAD fait partie de l'Open Design Alliance. Ça date de septembre 2020, c'est assez récent. Et alors, pourquoi ils font ça? Alors, peut-être certainement parce que la stratégie vis-à-vis du format DWG n'avait pas fonctionné. Ils ont tenté d'attaquer en justice l'ODA, ça n'a pas marché. Et du coup, j'ai l'impression, ou j'ai ce sentiment qu'ils prennent à contre-pied en fait le problème, et du coup, ils intègrent l'Open Design Alliance de façon à ce que le développement des applications, on va dire, de bibliothèques logicielles soit plus facilement développé, et notamment sur Revit. Alors, du coup, sur Revit, par exemple, récemment, vous avez vu qu'on peut importer dans beaucoup de logiciels qui ne sont pas du groupe Autodesk, on peut directement importer des fichiers Revit ou des fichiers RFA, donc des familles Revit. C'est-à-dire que, en fait, maintenant, la question qui va se poser, c'est maintenant que cette bibliothèque de logiciels qui permet d'ouvrir et d'écrire même des fichiers Revit ou des fichiers RFA
sans disposer de licence Autodesk, on peut se poser la question sur que va devenir finalement l'IFC. Si tous les formats propriétaires, ou au moins le plus gros en tout cas, devient quasiment un standard, puisque c'est quasiment le cas. Hein, on peut importer dans beaucoup de logiciels maintenant ces outils, ces maquettes directement. Donc, voilà, la question c'est que va devenir l'IFC. Alors, je fais peut-être juste une petite pause pour dire qu'en bas à droite, souvent dans mes diapositives, vous trouvez des liens qui peuvent vous renvoyer vers les sujets que j'évoque et qui sont des éléments de compréhension. Voilà. Alors maintenant, parlons de l'IFC justement. Eh bien, finalement, est-ce que cette émergence de nouveaux standards, puisque les nouveaux standards sont finalement des standards propriétaires qui vont fonctionner avec des applications logicielles, donc des API, hein, vous avez souvent vu cet acronyme, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Alors d'abord, puisque le creux, le fondement de l'IFC, c'est l'interopérabilité, est-ce que c'est vraiment interopérable? Alors, il a déjà quelques travers, cet IFC, mais vous les connaissez, vous les utilisez déjà pour la plupart d'entre vous. Bon, déjà, l'IFC, aujourd'hui, dans sa version 4, en tout cas, il dépend de l'utilisation que vous souhaitez en faire. C'est un format qui va dépendre de l'outil dans lequel vous souhaitez l'importer, en fait. Donc, vous risquez de générer beaucoup de fichiers, dans certains cas, pour alimenter plusieurs maquettes de plusieurs bureaux d'études. Ensuite, du coup, ces générations sur les modèles, elles peuvent être longues et fastidieuses en paramétrage, même pour des maquettes de taille modeste. C'est quand même un travail qui prend un certain temps. Ensuite, chaque logiciel métier, eh ben, ils sont eux-mêmes, en plus, sensibles à l'interprétation de ces maquettes. Pas du fait du format, puisque lui, il est cadré, mais du fait notamment des modalités de dessin ou de représentation. C'est-à-dire en fonction de comment vous allez dessiner les objets, ils risquent d'être pas bien interprétés. Donc ça, c'est un problème aujourd'hui. Son autre problème, c'est la rétrocompatibilité très limitée dans le temps. Et là, je dis bien pour une GEM, pour une gestion exploitation maintenance. Par exemple, aujourd'hui, les IFC 2X2, il faut savoir que ceux-là sont déjà catégorisés comme étant obsolètes par Building Smart. Et ils ne datent que de juillet 2004. Ils ont une quinzaine d'années, ils sont déjà obsolètes. Donc ça, c'est important. Enfin, ce qu'on appelle des compatibilités entre modeleurs très limitées. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire importer des maquettes IFC dans des modeleurs BIM pose des problèmes de compatibilité, même si l'IFC est censé les résoudre, mais il y a des géométries qui ne sont pas toujours respectées, des gestions de hiérarchie qui ne sont pas bonnes, donc c'est des héritages de propriété, vous avez l'habitude de ces notions. Donc ça, c'est un autre défaut. Et dans certaines situations, quand on a des très très grosses maquettes, par exemple, on peut se retrouver avec des identifiants d'objets en doublon. Même si ça, est-ce que le problème vient de l'IFC ou du modeleur BIM? La question reste entière. Mais ce sont des difficultés qu'a le format IFC. Alors finalement, où va-t-on avec l'IFC? Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on y va, mais on ne va plus au même endroit en fait. C'est-à-dire que l'IFC va changer. Alors parlons de l'IFC 5, qui sera la prochaine version. Eh bien, elle sera très très différente de toutes les versions existantes, car ce format d'échange sera en fait transformé en format transactionnel, c'est-à-dire, en décodé, qui sera adapté à des fonctionnements liés à des applicatifs logiciels de type API. On rejoint ce qu'on disait avant, c'est-à-dire que l'interfaçage là va nécessiter la modification profonde du format IFC. Alors pour ça, pour s'en rendre compte, il suffit d'aller voir la feuille de route du format IFC chez Building Smart, vous la trouvez. Et je vous ai mis une citation à l'écran là qui est assez claire. C'est clairement dit que le changement en fait de paradigme et d'utilisation de l'IFC
va nécessiter une remise en cause technologique profonde de ce format. Alors, je vais vous épargner un peu de temps. Déjà, je peux vous assurer, vous n'êtes pas obligé de lire la feuille de route, mais ce format, il sera déjà non compatible avec les anciennes versions de l'IFC. On ne pourra pas convertir des anciens formats d'IFC en nouveaux. Donc, ça pose déjà, à mon avis, quelques problèmes si jamais on a déjà commencé à utiliser des maquettes BIM-GEM dans l'exploitation courante. Donc ça, ce sera un vrai sujet. Alors, pour faire simple, l'IFC, les MVD, je détaille un petit peu, les MVD vont disparaître en fait. Hein. Les définitions vues modèle dans cette version 5 vont être quasiment supprimées et remplacées par ce qu'on appelle des étoiles. Donc, vous aurez des modèles, 1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles. Donc, quand vous ferez un export IFC, il ne sera plus, comment dire, logiciel dépendant. Donc ça, c'est un changement qui est extrêmement profond dans l'utilisation de ces exports et finalement dans la place qu'ils vont prendre par rapport aux maquettes qui, elles, sont propriétaires. Alors, sur la base des éléments précédents, mais quels sont les risques et opportunités du BIM en gestion, exploitation, maintenance? Là encore, je parle bien que de gestion, exploitation, maintenance. Hein. Alors d'abord, les outils BIM en eux-mêmes. Alors comme nous l'avons vu en début de présentation, ils sont propriétaires, avec des philosophies qui sont différentes, mais qui posent des questions qui sont finalement similaires. Alors d'abord, quelques risques. L'obsolescence des maquettes. Ça, c'est un risque à prendre en considération en comparaison, par exemple, avec les anciens formats DWG qui, eux, étaient utilisables dans le temps sans limite. Là, sur quasiment tous les outils, les maquettes vont être obsolètes, on va dire jusqu'à 3 ou 4 versions en arrière du modeler BIM. Hein. Donc, si vous êtes sur Archicad 2024 ou 2025, vous pourrez difficilement retourner sur des maquettes inférieures à Archicad 20 sans avoir, par exemple, des imports qui ne se passent pas bien, des choses comme ça. Donc, les maquettes vont devenir obsolètes. Ensuite, un autre risque, c'est potentiellement la disparition d'un acteur du marché. Alors, ça peut sembler peut-être un peu fou, mais pas tant que ça, puisque comme aujourd'hui le marché est très concurrentiel, mais avec un monopole quand même assez fort de Revit, il y a quand même un risque que vous perdiez complètement vos maquettes, parce que si demain l'éditeur disparaît, votre format n'est plus lisible, ou il est juste exportable en IFC, mais vous n'en ferez malheureusement pas grand-chose. Ensuite, le mauvais comportement de ces outils, fichiers, bibliothèques et données sur des durées d'exploitation supérieures à 5 ans. Pourquoi je parle de ça? Parce que 5 ans, c'est votre maîtrise d'œuvre classique. Évidemment, sur une durée de 5 ans, en maîtrise d'œuvre, on n'a aucun problème avec les outils BIM. Mais sur 50 ans, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que les maquettes, est-ce que les modèles, est-ce que les objets, est-ce que les familles vont se tenir? Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des pertes de données? Ça, aujourd'hui, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas suffisamment de recul. Et enfin, sur la partie maintenance-exploitation, l'exclusion de certaines entreprises du fait de leur taille ou la nécessité de maîtriser les mises à jour par d'autres acteurs. C'est-à-dire que si l'entreprise n'a pas cette connaissance ou cette capacité, ça peut être un risque de l'écarter. Alors, les opportunités, il y en a quand même, elles sont quand même très importantes. Déjà, l'atteinte de l'interfaçage complet avec des maquettes online uniques. Donc ça, pour ceux qui connaissent, il y a la solution BIM Cloud d'Advent avec Archicad, qui du coup fait que tous les acteurs peuvent travailler sur une seule et même maquette centralisée qu'ils voient évoluer en direct et en ligne. Ils peuvent travailler à distance. Donc ça, c'est des opportunités dans l'avenir qui sont intéressantes. Et évidemment, l'opportunité de l'outil BIM, c'est d'augmenter les compétences en interne pour toute la démarche, hein, c'est-à-dire que ce soit en maîtrise d'œuvre ou en maîtrise d'ouvrage, c'est quand même un atout important. Alors, les données, je suis obligé d'en parler.
Parce qu'à l'époque ou à l'ère du big data, le BIM, finalement, c'est le prolongement de la donnée. Mais est-ce que trop de données, finalement, ne tue pas la donnée? Si on se réfère à l'étude réalisée en 2004 par le National Institute for Standards and Technology, il ressort que le coût global de la mauvaise disponibilité et l'incohérence des données d'exploitation pour la maintenance représente un coût de 15,8 milliards aux États-Unis. Et 80% de ce coût correspond au temps perdu par les équipes à trouver les bons documents ou les plans à jour pour mener à bien les tâches courantes de maintenance ou d'exploitation. Alors, toute la question, c'est de savoir si le coût pour mettre à jour continuellement toutes ces données sur plusieurs maquettes sera moins important que celui pour les rechercher. Et sur ce point, eh bien, aucune étude comparative n'est encore parue. Toutefois, les risques, on les connaît, on les voit déjà. C'est que forcément, la démultiplication des informations et par conséquent le maintien à jour dans le temps pourrait être fastidieux. Le caractère très technique et évolutif du patrimoine hospitalier pourrait être bloquant. Alors là, je vous parle de l'exemple des bailleurs sociaux, puisque vous le savez, sur la gestion exploitation maintenance, les bailleurs sociaux sont les pionniers du BIM-GEM. Et c'est tout à fait vrai. Ils ont vraiment des outils assez performants. Mais la différence avec notre patrimoine, c'est que eux, le leur, il évolue de façon très ponctuelle, par généralement des actions massives de restructuration. Ils vident les immeubles et puis ils restructurent. Nous, c'est pas souvent comme ça. Alors ça nous arrive, c'est bien, on est content quand il y a des projets comme ça, mais souvent c'est beaucoup plus de l'intervention en site occupé. Et du coup, gérer une maquette dans ces conditions, c'est plus délicat. Ensuite, l'altération, la corruption, voire attaque informatique, si vos données sont très interfacées, c'est un risque qui est de plus en plus présent à prendre en considération. Et un autre risque, c'est la gestion des accès en écriture qui vont nécessiter une expertise très élevée, puisque pour modifier des données de ce type-là, il faut un certain niveau de compétence, et que les gestions de droit, aujourd'hui, elles sont relativement absentes des modeleurs BIM, sauf par exemple la solution Advent de BIMclub dont je vous parlais tout à l'heure. Mais c'est encore, c'est des prémices. Alors, l'opportunité, évidemment, il y en a aussi. C'est qu'évidemment, si la centralisation de données aboutit, ça permet d'optimiser la recherche d'informations, mais sous réserve que l'outil BIM soit très interfacé avec votre GMAO, votre GED notamment. Donc ça, c'est un potentiel qui est effectivement très important. Aujourd'hui, évidemment aussi la possibilité d'exploiter les technologies avec les jumeaux numériques. Ça, c'est important. Ça se développe beaucoup avec on va dire des applications ou des activités qui sont complètement connexes, mais qui sont un support, que le BIM peut être utilisé comme support en tout cas. Et alors, ce que j'appelle le développement d'outils de données dédiés, je fais la pub pour 3 là, donc je cite Drofus, Solus et Resolving, pour ceux que je connais, puisque la donnée est indépendante de la maquette. C'est-à-dire qu'on sépare vraiment les choses sur la gestion de la donnée, on va dire, avec des droits qui sont très fins, très précis et qui sont ouverts à plein d'utilisateurs, et la maquette. Donc ça, c'est une opportunité et des outils qui peuvent être efficaces. On va parler de l'interfaçage maintenant. Alors l'interfaçage, ça c'est l'interfaçage du BIM et de vos outils de gestion, exploitation, maintenance. Alors évidemment, les fournisseurs de logiciels de GEM, ils vous le diront tous ou presque, tout est interfaçable avec vos maquettes BIM. Bon, mais personne ne dit vraiment comment. Alors en effet, malheureusement, dans la réalité, très souvent, c'est plutôt quelque chose comme ça. C'est assez traditionnel. C'est souvent encore des imports-exports de fichiers depuis vos maquettes BIM. Alors pour ceux qui le font, je vous vois derrière vos écrans, vous êtes en train de vous marrer là. Je suis sûr que vous faites comme ça. On fait aujourd'hui quasiment tous comme ça parce que les interfaçages ne sont pas encore au point. Et alors pour ça, je me réfère simplement au dernier congrès
au 25e congrès de l'Intelligent Computing in Engineering, qui s'est tenu à Lausanne en juin 2018 et qui parlait notamment du BIM. Et donc, les chercheurs qui ont travaillé sur cette question-là, il y avait notamment Wei Chen qui travaillait sur ça, qui a vraiment mis en exergue que les grosses difficultés d'interopérabilité en fait viennent justement le problème de l'interfaçage, c'est le nœud central du BIM, et qu'aujourd'hui, on n'est pas encore à cet interfaçage. Vous avez notamment, par exemple, l'IFPEB dans le cadre du plan transition numérique, qui lui aussi insiste lourdement sur ce point en disant que la seule chose sur laquelle il faut travailler, ou on devrait travailler, c'est la question de l'interfaçage. Alors, évidemment, sur des opérations, j'en ai vu quelques-unes, et vous aussi, vous en avez sûrement vu quelques-unes, sur des opérations qui sont menées par des majors du BTP ou on va dire des opérateurs plus gros, on n'a pas ce type de problème. Eux, ils ont les moyens suffisants, ils peuvent développer des interfaçages spécifiques sur des opérations spécifiques. On en parle un petit peu après. Sur les risques, alors évidemment, la démultiplication des fichiers d'export, c'est-à-dire que pour compenser la faiblesse des outils, on est obligé de multiplier les exports de différentes formes pour les importer dans nos outils respectifs. Ensuite, sur les interfaçages, il y a le problème de l'historique. C'est-à-dire que quand vos objets sont modifiés ou déplacés ou supprimés, c'est la ligne suivante, et en fait, dans votre outil de gestion qui va être attaché, il faut savoir comment gérer ces cas, ces situations qui peuvent, dans certains cas, poser des vrais problèmes. Sur les objets supprimés dans la maquette, mais par exemple qui sont encore dans votre GMAO, il faut vraiment que l'interfaçage soit extrêmement fin pour pas qu'il y ait de perte d'informations ou de corruption de votre base de données, ce qui serait plus embêtant. Voilà. Donc, on a parlé de la suppression des objets, c'est un petit peu la même chose que précédemment. Et donc, les coûts substantiels, c'est ce que j'évoquais avant, c'est que malheureusement, souvent, c'est réservé aux majors du BTP et de l'exploitation aujourd'hui, ce type d'interfaçage, parce que c'est très onéreux. Et si on veut que ce soit pertinent économiquement, il faut qu'il y ait des grandes surfaces et des gros volumes de travaux ou de restructuration pour que ce soit pertinent. Alors là aussi, je vous invite à voir, par exemple, un article tout récent du Moniteur sur un partenariat entre la SNCF et, de mémoire, le groupe Vinci, qui travaille sur le BIM en exploitation. Et pour les opportunités, finalement, l'opportunité sur l'interfaçage, les API propriétaires, finalement, ça pourrait accélérer ces processus. C'est-à-dire que le fait qu'on puisse maintenant ouvrir des fichiers Revit ou RFA sans disposer du logiciel, finalement, ce serait plutôt une bonne chose. Ça améliore nettement l'interfaçage. Paradoxalement, ça verrouille le marché, mais ça l'améliore. Ensuite, la documentation graphique. Alors, ça pourrait paraître un peu bizarre de parler de la documentation graphique parce que ça semble être un point fort du BIM. Alors, ça, c'est vrai pour un maître d'œuvre. Mais pour un maître d'ouvrage ou un exploitant, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'à moins de disposer du logiciel BIM source et de la maquette et d'une seule information, par exemple, l'accès aux mises en page et aux présentations sera difficile. Les formats IFC étant orientés objet, ils n'embarquent pas ces informations. Vous allez donc travailler, ou vos équipes vont donc travailler, s'ils n'ont pas les compétences en BIM, sur des bases de PDF ou de format DWG, ce qui est finalement le comble. Et là, parce que ces formats, ils sont, on va dire, plus facilement manipulables. Donc, aujourd'hui, on a déjà des visualisateurs de maquettes qui permettent d'accéder à ces mises en page, mais il faut encore souvent passer par des exports intermédiaires qui sont longs à générer.
Alors, les risques, c'est quoi? Vous l'avez saisi, c'est la mise à distance des utilisateurs techniques au regard des plans, puisque du coup, la modification directe est impossible dans le cadre d'un projet simple, par exemple. Donc, très souvent, ils vont avoir recours au PDF annoté ou au DWG. Ils vont se simplifier la vie ou ils vous feront les croquis à la main, comme ils font aujourd'hui pour aller vite, ce qui est normal. Ensuite, là, il y a le contrôle et la mise à jour des plans accessibles aux utilisateurs non techniques. Donc là, c'est la question de la génération en fait de ces plans, de vos plans d'exploitation, qui doivent être facilement accessibles. Donc le PDF, que votre utilisateur puisse consulter rapidement un plan, il faut qu'il ait un PDF, quelque chose qui puisse rapidement lui imprimer, manipuler, annoter, enfin, vous le faites tous les jours ou les utilisateurs le font souvent. Ça, c'est un point important. Et enfin, la limitation du nombre de personnes en capacité à modifier les plans ou les rectifier, puisque ça, c'est un problème de compétence. Forcément, il faut savoir manipuler ces outils BIM pour le faire. Alors, une opportunité, ce serait peut-être une évolution des BCF. Vous le savez, c'est des outils de commentaires et de commentaires des maquettes BIM hein, qui sont aussi standardisés pour finalement permettre à un utilisateur final ou technique de voir l'historique de modification de la maquette. Parce que ça, c'est un sujet en exploitation, c'est qu'il faut tracer, il faut suivre les modifications qui sont présentées sur tous les plans et accessibles aux utilisateurs. Alors, maintenant, je passe sur l'alternative aux US, puisque nous n'avons pas encore franchi le pas de la GEM avec des outils BIM. Alors, à la fois compte tenu des risques précédemment évoqués et du fait que quand nous avons engagé notre recherche de solutions BIM-GEM en 2017, on n'était pas satisfait des outils qui étaient présentés. Ça ne nous permettait pas, à notre sens, de développer vraiment une GEM, une gestion exploitation maintenance adaptée à notre activité. Donc, on a développé des solutions métiers qui sont personnalisées, qui ont été développés en interne et un peu en externe, vous allez voir. Alors, le principe général, c'est assez simple. Aux US, on s'appuie sur un parc de plans en format DWG sur l'ensemble du patrimoine, qui fait 650 000 m², et ils sont exploités sur Bricscad. Ils sont le support essentiel des données patrimoniales et ils font l'objet d'exports dans des bases de données Access pour des consultations multi-supports ou l'intégration de données, par exemple, en GMAO. Par exemple, sur les données des locaux, voilà, vous avez un petit extrait d'une fenêtre d'AutoCAD. Donc, le classement des données se fait sur un serveur de fichiers tout à fait classique, avec des arborescences par site, bâtiment et étage. Et les plans architectes intègrent donc des locaux et des données qui leur sont associées et qui sont intégrées directement au plan. D'accord ? Ces données font partie du fichier DWG. Donc, ces données, elles sont extraites et surtout, elles permettent de générer, par exemple, de façon complètement automatique, des plans thématiques. Donc là, par exemple, vous avez des unités fonctionnelles qui sont générées automatiquement avec un code couleur, les numérotations et les noms qui sont associés, de façon automatique. Il n'y a pas de retravail de ces données pour qu'elles soient générées. Voilà. On génère aussi, par exemple, ce type de plan, c'est-à-dire des plans d'affectation qui permettent de déterminer quelles sont les typologies des locaux, circulation horizontale, verticale, hébergement. Donc ça, c'est des plans thématiques. Donc ça, c'est pour la structure de base, des plans architectes avec un certain nombre de données. Autour de ce socle, on a des applications GEM. On en a 3 principales. La première, c'est la gestion de l'amiante dans le patrimoine et globalement tout ce qui relève de la fiche de synthèse réglementaire du DTA. Le suivi des indices de plan, on en parlera, c'est bien au sens de l'exploitation maintenance. Et un outil de recherche et de publication automatique de plans ou de locaux en multitechnique. Voilà.
Ça, c'est les 3 applications principales. Tout d'abord, la gestion de l'amiante. Alors, la gestion de l'amiante, c'est un outil qui, à sa création, était de forme inédite. Il n'existait pas de logiciel de gestion de l'amiante sur un patrimoine, sur un grand patrimoine en tout cas, tel que celui des US. Donc, on a développé cet outil en interne et en externe, et on a présenté cet outil au plan de recherche et développement amiante, qui est un institut, un organisme de l'État, et notre outil a été nommé lauréat en 2017 pour la gestion de l'amiante dans un patrimoine étendu. Donc, c'est une base de données Access qui est associée à des plans DWG qui permettent d'avoir une lecture rapide, visuelle, alors graphique par une synthèse sol, mur, plafond, réseau, équipement et clos couvert. Donc, c'est une lecture rapide et une lecture détaillée pour plus de détails sur les différentes présences d'amiante. La saisie se fait à la fois sur Access pour définir la présence d'amiante et sur AutoCAD pour en fait déterminer l'emprise des matériaux sur la base du plan architecte qui a été précédemment présenté. Donc, on peut du coup générer avec ça une fiche de synthèse du DTA qui peut être communiquée à des prestataires extérieurs, qui est complète, qui leur permet de connaître la présence d'amiante dans le local, et évidemment les plans associés, comme vous voyez ici, donc le plan de synthèse qui renvoie la bonne information et l'information cohérente. Donc ça, évidemment, donc ça permet d'identifier de façon synthétique la présence d'amiante. Donc pour tous les agents qui savent au moins ce que c'est, ça c'est important. On a accès à la fiche de DTA de synthèse qui est réglementaire et qui est mise à jour continuellement de façon automatique. Et par exemple, en croisant les plans architectes et cette base de données, obtenir simplement par une sélection sur un plan la liste des rapports amiante dans une zone de travaux qui existe déjà. On peut générer cette liste et consulter les rapports en 2 clics. Vous avez les rapports sous la main. Donc voilà pour cette solution sur l'amiante. Ensuite, sur la gestion exploitation des indices d'exploitation. Là, c'est plus simple, c'est classique. C'est des indices avec des nuages de révision. Vous les connaissez, c'est assez classique. C'est un petit outil qui nous permet, sur nos plans DWG, de placer ces nuages. Mais on ne va pas se contenter de ça, puisque ça, c'est pour les maîtres d'œuvre. Nous, on va plus loin. Nous, on intègre un processus de communication vers les exploitants sur le terrain avec une diffusion mensuelle automatique d'une synthèse des modifications qui ont été faites. Alors, c'est un format PDF, c'est ce que vous voyez ici, hein, il y a une partie. C'est un format PDF qui liste toutes les modifications qui ont été apportées au patrimoine, avec à chaque fois, on peut le voir ici, le nom du fichier, par exemple, et la description de l'indice, et ici, l'utilisateur, et ici, la possibilité de voir un extrait PDF du plan qui a été modifié. Donc ça, c'est ce que vous voyez ici. Cet indice ici correspond par exemple à cette ligne ici. Donc ça veut dire que comme ça, alors cet envoi-là qui est ici, en fait, est un envoi qui est également personnalisé. Par exemple, notre chef d'atelier de l'hôpital civil, lui, va réceptionner toutes les modifications de plans courant fort et courant faible qui vont être sur les sites qui sont sous sa responsabilité. Il ne va pas recevoir les modifications des plans architectes, des plans plomberie, non. Lui, il reçoit que des infos qui sont personnalisées. Donc, on a travaillé sur ça, c'est-à-dire personnaliser l'information, cibler et communiquer au plus précisément et au plus efficacement possible. Voilà, ça c'est pour les plans. Alors, ça a un autre intérêt, très rapidement pour la gestion des projets, c'est-à-dire que quand on a terminé un projet, ça nous permet notamment, à travers notre outil de gestion de projet, de nous assurer que tous les plans
qui devaient être modifiés dans le cadre de ce projet ont bien fait l'objet d'un indice. Donc là, par exemple, on a fait une petite opération sur un bâtiment de l'hôpital civil, et donc en quelques clics, j'ai pu vérifier que l'ensemble des plans avaient été mis à jour à la fin du projet. Donc ça permet aussi de contrôler la bonne mise à jour, pas de la maquette, mais des fichiers DWG. Et enfin, le dernier outil, alors celui-là, il est très particulier, il est un peu complexe, je ne vais pas vous le détailler, mais en fait, il permet d'imprimer des plans en multitechnique très rapidement sur une liste de locaux qu'on fournit, qu'on peut saisir ou qu'on peut sélectionner en multitechnique. Alors, ça va permettre en fait de générer sans aucune connaissance du patrimoine ou de la nature des plans ou des plans dont on dispose ou même de leur classement d'ailleurs finalement. On n'a pas besoin de connaître tout ça. On utilise simplement cet outil. On peut soit choisir la sélection de locaux, on sélectionne, soit une zone d'impression, donc un cadre rectangulaire, et on va générer un certain nombre de mises en page de façon complètement automatisée en fonction du type ou du lot des plans qu'on souhaite utiliser. Alors, je vous en passe un petit extrait. Voilà, par exemple, ici, vous avez… Donc ça, c'est un plan qui est généré complètement automatiquement. Hein. À partir de cette mise en page, j'ai donné comme liste de locaux les locaux qui sont présents sur notre plan architecte. Il a généré automatiquement un contour de zone de travaux et il a généré après un cartouche. Je vous passe en revue les différents plans qui sont générés en simultané du coup. Donc tous les plans sont générés, le plan courant faible, le plan courant fort, le plan CVC, le plan FluidMed, le plan plomberie et le plan de sécurité incendie. Donc ça, c'est un outil qui permet d'avoir très rapidement accès à une documentation multitechnique, centrée sur une zone, donc en plus qu'on peut emmener, je dirais, format A3 ou A4 sur le terrain, qui permet, ou même, pourquoi pas, d'étudier un projet, enfin de lancer un projet pour commencer à travailler sur une zone. On dispose de tous les éléments graphiques, techniques existants. Ça permet de vérifier la cohérence des plans. Voilà. Donc ça, c'est un outil utile pour ça. Il permet aussi, par exemple, de générer des plans de localisation, des plans de repérage de locaux. Par exemple, ici, sur le plan du niveau 0 de notre monobloc à Haute-Pierre, j'ai identifié un certain nombre de locaux qui ressortent ici en rouge. Donc, il a généré automatiquement ce plan de repérage. Donc, ce qui peut être utile pour identifier des zones de travaux ou des interventions des ateliers ou des choses comme ça. Voilà, donc ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire avec. Alors, en conclusion, alors pour l'instant, vous le voyez, ce qu'on a mis en place, c'est un BIM de niveau 1, finalement, peut-être. Il a ses données, elles sont sur des fichiers DWG, et on a un rattachement de ces données en plan qui assure une communication avec des systèmes tiers, donc GMAO, on a la GTB aussi, mais l'objectif, vous l'avez compris, c'était surtout de s'attacher à rendre très accessible la documentation et l'historique des modifications, documentation amiante en particulier. Donc, on va avoir prochainement plein d'opérations, en tout cas je l'espère, en maîtrise d'ouvrage OSUS, et ce sera l'occasion de franchir le pas pour intégrer ces données et fonctionnalités, peut-être sur, effectivement, un BIM GEM, alors, sur un outil de BIM qui aujourd'hui n'a pas encore été choisi, même si, voilà, je peux vous le dire, j'ai quand même une préférence pour Archicad. Mais voilà, il y a encore des choses à travailler sur ce BIM GEM. Alors, pour finir, ce n'est pas ma présentation. Je ne sais pas si Laurent est présent ou pas. Est-ce qu'il est là? Parce que, alors, pour ceux qui font partie des CHU, je peux le montrer. Laurent Gélaballe de Caen nous a fait parvenir ce matin. De Nantes.
Je suis De là, Nantes, pardon, je suis là-bas actuellement. excuse-moi. C'est mieux? Je suis Non, là. non, pas de Caen. Voilà. Je ne sais pas, Laurent, est-ce que Laurent est là du coup ou Je pas? suis Oui, on là. l'entend. Ah, Laurent est là. Ben voilà. Alors, Laurent, est-ce que tu permets que je monte ton fichier? C'est possible. Vas-y, il n'y a pas de problème. Je pense Ok. qu'il faut aller sur le deuxième onglet, Oui, Alexandre, sur le résumé du benchmark qui est très il y a un lisible et résumé très synthétique. benchmark. Le voilà. Ah, super. Ouais, il y a un résumé benchmark qui est très intéressant. Donc, Laurent Gélabal avait fait un benchmark un peu étendu sur les CHU et quelques CH. Et du coup, on a des réponses qui me sont arrivées ce matin. Alors, je me suis dit, ça, c'est assez fantastique. La réponse tombe bien. Et on voit l'avancement des établissements sur la phase, alors, phase exploitation maintenance. On voit qu'il y a quelques CH qui s'y sont frottés, donc Clermont-Ferrand, Caen et les HCL. Pour les autres, ils sont un peu comme nous. Pour l'instant, on sent qu'ils hésitent. Voilà, Voilà. on est tous, je vais juste intervenir un petit peu. On est tous dans la démarche, Alexandre, hein. On est tous dans la même démarche de rechercher une plateforme collaborative. Et au CHU de Nantes, en tout cas, on a choisi de créer une équipe BIM pour lancer un projet BIM et avoir une plateforme collaborative déjà aussi avancée que ce que nous avons. Comme vous, on a une gestion de patrimoine associée à une GMAO. Maintenant, il est temps pour nous de voir l'avenir et de savoir comment on se met en place, on met en place tout ça. Voilà, on est dans la même démarche. Donc, on peut partager ce benchmark de toutes les façons et même compléter. Hein, on peut me contacter en passant par Alexandre aussi, il n'y a pas de problème. Et je peux vous poser les mêmes questions pour qu'on puisse continuer à échanger entre nous. Voilà. OK. Merci, Laurent. Merci Laurent, merci beaucoup Alexandre. Écoute, pour cette présentation qui est très très complète. Elle est complète, elle est passionnante parce qu'on n'a pas perdu grand monde en cours de route. Il y a eu quelques départs, quelques arrivées. On est toujours resté à 40 participants sur le long terme. J'ai pas encore beaucoup de questions qui sont tombées sur le chat. Alors moi j'avais une première question alors qui est liée à ta présentation et qui est liée aussi, merci à Laurent pour le benchmark parce qu'on se rend compte aujourd'hui là sur 14 répondants qu'il y avait eu sur le benchmark qui avait été fait, on en a 10 établissements qui disent on le prend en phase conception, on le prend en phase travaux, c'est facile, c'est les extérieurs. Et puis dès qu'on arrive sur la phase exploitation maintenance, on tombe en dessous, on est à 3 pour l'instant, 3 CHU qui exploitons le BIM en phase exploitation maintenance. Ça rejoint un peu dans ta présentation, tu disais 80% du temps perdu, enfin, ou des dépenses sont liées au temps perdu d'accéder au plan. Et je relis ça aussi au modèle IFC, version 5, qui est bientôt incompatible ou incompatible en tout cas avec des versions anciennes. Alors, est-ce qu'il est urgent d'attendre pour passer sur le BIM, que le marché soit un peu plus mûr? Est-ce qu'il faut franchir le pas aujourd'hui? Je ne sais pas avoir ton avis sur ce sujet-là. C'est une vaste question. Très honnêtement, je pense qu'effectivement, le marché, en tout cas, est encore très mouvant. Ça, c'est sûr. Et du coup, c'est très difficile de savoir comment y aller. Et je crois bien que c'est pour ça que finalement, on est peu à y aller. Hein, mais je félicite les collègues qui, eux, sont pionniers sur ça, parce que les choses sont très mouvantes, justement. Et du coup, il y a un certain nombre de risques ou en tout cas de moyens qui sont à mettre en place et qu'il faut qu'il y ait la direction ou qu'il y ait une direction qui les porte, et que nos directions techniques les portent. Je pense que les 3 CH en question, les 3 CHU en question sont bien suivis, on va dire, au niveau de la direction, Et ça, c'est très important, puisque comme c'est encore mouvant, le choix ou l'orientation est très difficile. On ne sait pas trop où on va. Donc, peut-être qu'il faut laisser passer encore un peu de temps. Mais ce n'est que mon avis.
D'accord, merci pour cette réponse. J'ai toujours pas de questions qui tombent, donc je vais garder un tout petit peu la parole. Alors pour deux informations. Premièrement, pour vous dire que la session était enregistrée, j'ai omis de vous le dire, et donc elle sera évidemment disponible sur le site IHF dès demain sans doute, qu'Alexandre me fera passer sa présentation et que sa présentation, elle vous sera mise à disposition, parce que comme l'a dit Alexandre, il a mis des petits liens sur pas mal de ces pages pour pouvoir compléter un peu sa présentation. Donc surtout, n'hésitez pas ensuite à aller sur le site d'IHF pour télécharger la présentation ou le film si vous avez raté une partie de la présentation de ce soir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Comme je vois pas beaucoup de questions par écrit, n'hésitez pas à ouvrir vos micros et intervenir en direct si vous le voulez. Alors, qui est-ce qui se lance? Alors, pas de questions. Alors, j'ai l'impression, Alexandre, que tu as été, écoute, hyper complet et que du coup, ça ne suscite pas beaucoup de questions. Voilà, tout à ton honneur, c'est ce qu'on peut dire. J'ai envie de dire, moi, quelle est la phase d'après maintenant à Strasbourg? Est-ce qu'elle est déjà planifiée ou est-ce que vous êtes toujours en période d'observation et d'attente? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ah, alors sur la phase d'après, je ne peux pas beaucoup vous renseigner puisque malheureusement, je vais quitter les US, en fait, très précisément d'ici vendredi. Je ne suis plus aux US officiellement d'ici vendredi. Mais ce qui est sûr, c'est que par contre, au niveau de l'équipe de dessin et de l'équipe de direction, j'ai quand même déjà laissé des orientations parce qu'on ne peut pas non plus rester les bras ballants. Ça, c'est sûr qu'il ne faut pas faire ça. Donc, il faut qu'on fasse une approche plutôt orientée, et c'était mes conclusions finalement qui sont un petit peu celles de ma présentation, c'est de s'orienter en maîtrise d'ouvrage et en maîtrise d'œuvre interne. Ça, c'est des choses, de toute façon, on est gagnant. Il n'y a pas de risque sur le BIM avec ces phases-là, en tout cas. Donc, peut-être que finalement, la solution pour passer à l'exploitation maintenance, c'est de se jeter dans la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Et ça viendra naturellement. En tout cas, c'est comme ça que je le verrai ou la vision que j'ai proposée. Ok, merci. Alors, il y a une question de Laurent, j'ai la balle. Enfin, Laurent, ton micro est allumé, donc je ne sais pas si tu veux la poser en direct. Enfin, je vois qu'il tu te déplaces, je ne sais pas si tu nous suis toujours. C'est quels sont les équipements que vous avez intégrés aujourd'hui sur vos plans BIM, enfin, ou sur vos maquettes BIM? Alors, c'est une question pour Alexandre, sans doute. Alors, quelle est la question? Quels équipements intégrez-vous dans vos plans BIM? Aujourd'hui, nous, sur nos Oui. plans BIM, on n'a pas de plan BIM aujourd'hui. On parle de nos plans DWG. Là, je peux le dire. J'ai envie de dire, là, du coup, vous intégrez tout, quoi. Ouais, vous m'entendez là? Allô? Oui, très bien. Oui. Alors, c'est pas Laurent Laballe, mais effectivement, je suis Thierry Belcé là pour les services numériques du CHU de Nantes, mais il m'a transmis l'invitation, donc, mais je dois apparaître en son nom. Effectivement, plan BIM, effectivement, vous avez raison, DWG. Mais ma question, c'est aujourd'hui, quelle richesse d'équipement vous mettez dans vos plans DWG? Est-ce que vous contentez des réseaux, enfin, ou en tout cas de la géométrie des réseaux? Vous avez parlé effectivement tout à l'heure de tout un tas de réseaux, mais est-ce que vous y ajoutez des équipements? Alors moi, pour ma part, travaillant au service numérique, est-ce que vous ajoutez des bornes Wi-Fi, des switches, etc. Donc, quelle richesse d'équipement jusqu'à quel niveau? Vous avez effectivement dit tout à l'heure assez justement trop d'infos tue l'info, mais alors jusqu'où vous allez vous? Est-ce que vous mettez de l'équipement? Alors, aujourd'hui, du coup, sur les plans techniques, on se contente exclusivement, on va dire, des représentations des réseaux. On identifie, je suppose, comme beaucoup d'entre nous, les vannes, notamment les vannes de coupure ou les organes de sectionnement. Voilà, ça, c'est des choses qu'on identifie. Par contre, aujourd'hui, nous, sur tous nos plans, ils ne sont pas normalisés. C'est-à-dire que d'un plan à l'autre, la représentation peut varier. Des fois, c'est des blocs, des fois, ce n'est pas des blocs. Donc voilà. Mais on représente
exclusivement les organes qui sont nécessaires ou les équipements qui sont nécessaires à l'exploitation. Voilà. La supervision, quoi, supervision technique, quoi. Tous les équipements que vous supervisez par les services techniques, je dirais, c'est ça? Oui, oui. Alors, si vous voulez par exemple parler par exemple, si on parle du mobilier ou des choses comme ça, ou des équipements informatiques, non. Aujourd'hui, on ne met pas ça sur plan. D'accord. Okay. Une question, Guylain Quenet, quel est ton avis sur les marchés publics des projets BIM en conception, réalisation, maintenance? Avoir un service de gestion, exploitation, maintenance interne ou avoir un prestataire externe pour chaque futur projet en BIM? Tu as la question dans le chat parce que j'ai essayé de la résumer, mais elle est complète dans le chat si tu veux. On va voir. Conception, on va avoir un service GEM en interne. En conception, réalisation, maintenance. Si c'est en conception, réalisation, maintenance, ça dépend. Oui, on peut confier il vaut mieux tout confier si vous faites ça. Il vaut mieux confier l'ensemble au prestataire. Si je veux avoir un service de GEM en interne, du coup, quel est l'intérêt si vous faites un conception, réalisation, maintenance? Du coup, parce que l'objectif, pour moi, un conception, réalisation, maintenance, du coup, on fait tout. Enfin, le prestataire fait tout. Donc, normalement, la GEM en interne, ça a peu de sens. Mais j'ai peut-être pas saisi le sens de la question. Alors, je ne sais pas si Guylain peut la repréciser. Moi, ce que je peux donner comme info, par exemple, sur Caen, puisque nous, on a mis le doigt, ça y est, dans la gestion d'exploitation de maintenance sur BIM. Alors, d'abord, quels ont été les prérequis? Premièrement, c'est former les dessinateurs que l'on avait déjà à l'outil qui a été choisi. Et puis, c'est passé effectivement par des recrues de ressources internes. Et c'est-à-dire qu'on a recruté un BIM manager et une autre personne qui était déjà BIM compatible. Alors on a un ancien, un autodidacte et un jeune sorti de l'école et qui sont nos deux moteurs sur le BIM et qui accompagnent en permanence les techniciens pour commencer à leur mettre le nez dedans et les accompagner sur la gestion des plans et qui montent les maquettes et qui mettent les maquettes à disposition des équipes techniques. Alors j'ai envie de dire, on n'en est qu'au balbutiement, mais on a essayé de tracer une direction et qu'on essaye de suivre. Et je tiens à dire, et je les remercie beaucoup, parce qu'on a suivi l'exemple des HCL, donc on s'est déplacé à plusieurs à Lyon pour voir comment sur Lyon ils avaient travaillé sur le BIM, parce que je pense que ce sont eux les précurseurs du BIM hospitalier. Ils ont, d'ailleurs, ils avaient concouru sur sur un BIM du moniteur. Ils avaient reçu un prix sur une grosse réhabilitation en BIM, et donc et d'ailleurs ils ont mis au point un document pour nous aider et qu'ils diffusent aux établissements qui le demandent pour la mise en place du BIM. Je crois que Cédric Garot, alors je ne sais pas si c'est Cédric, mais en tout cas je vois le nom de Garot qui apparaît, qui voulait reprendre sa question en vocal. Je te laisse la parole. Oui, Pierre, merci. Oui, Cédric Garot du CHU de Reims. J'ai entendu le retour là sur le benchmark qui était fait, mais je pense qu'il faut étendre un petit peu ce benchmark-là. On est un petit peu hospitalo-centré, hein, et je me demande s'il ne serait pas intéressant de voir au niveau des collectivités ou d'autres donneurs d'ordre et gros maîtres d'ouvrage, de voir comment est-ce qu'ils ont pu traiter ce sujet, ou comment ils sont en train de traiter ce sujet de GEM en BIM, quoi. Alors, peut-être pour répondre en partie à cette question, justement, on était allé voir, Cédric Boulet est présent à cette présentation, et il était avec moi voir les collègues du Parlement européen qui font aussi une maintenance qui est peut-être moins technique que la nôtre, mais pour le coup, qui est comme nous, qui bouge tout le temps. C'est-à-dire, ils n'arrêtent pas de décloisonner et de recloisonner leur bureau en fonction des arrivées de parlementaires à gauche, à droite, là. Donc, ils font vraiment beaucoup de modifications. Et globalement, ils avaient laissé tomber la GEM sur Revit. Ils avaient commencé. Très honnêtement, ils avaient une base qui était axée sur Allplan à l'origine. Vous savez ensuite que Alpha, par exemple, le logiciel de gestion de patrimoine Alpha a disparu. Donc, ils ont perdu tout leur système de gestion de patrimoine.
Donc déjà, ils étaient un petit peu tristes d'avoir fait beaucoup de travail et d'avoir tout perdu. Et ensuite, après, ils sont passés sur Revit. Et très rapidement, ils ont arrêté. En tout cas, ils ont arrêté de faire la gestion exploitation maintenance sur Revit et ils étaient repassés sur des fichiers DWG. Et pour quelle raison ils ont lâché Revit? Est-ce que tu sais? Ils ont acheté Revit. Non, Parce lâché. Pourquoi ils ont quitté Revit pour ils l'exploitation? ont lâché Revit parce qu'en fait, la mise à jour des maquettes et la cohérence, c'est ce qu'ils nous avaient expliqué à l'époque, hein, c'est-à-dire la mise en cohérence de leur système enfin, l'interopérabilité, pour utiliser le terme, entre Revit et leur système, en fait, était beaucoup trop lourde à gérer. Ça revenait à faire des exports de fichiers CSV, les injecter dans le modeler. Ils avaient plein de problèmes, notamment par exemple de disparition d'objets, parce qu'ils géraient notamment, eux, c'était leur dada, ils géraient le mobilier. Ils géraient le mobilier. Alors, ce qui est très particulier, le mobilier, hein, parce que ça bouge tout le temps. Bon, c'est un objet un peu particulier, mais là, ils étaient complètement noyés et ils ont abandonné. Ils avaient abandonné cette thématique et ils sont revenus du coup à une gestion beaucoup plus traditionnelle de la GMAO avec son numéro d'équipement collé sur l'appareil et simplement une localisation dans la GMAO avec un plan du local. Voilà. Alors c'est vrai que ça rejoint un peu, et ça contrarie un peu, c'est vrai ce que disait Cédric tout à l'heure, c'est vrai qu'on est peut-être un peu trop hospitalo-centré, mais que notre thématique est très, très orientée sur les réseaux et sur la maintenance technique. Et bon, je pense que ça peut être très intéressant de regarder un peu et de voir ce qui peut se faire ailleurs, mais c'est vrai qu'on a une thématique qui est très particulière, nous les hospitaliers, et que déjà, je pense qu'on n'est peut-être pas suffisamment avancé, ou en tout cas le benchmark n'est pas assez développé à l'intérieur des hôpitaux. Emeline Flinois nous mettait le groupe hospitalier de Saclay qui a donc fait un conception réalisation, je crois que c'est ça, et qui est donc à confier la mission BIM à son exploitant mainteneur, mais c'est vrai que du coup l'exploitant mainteneur est externe au CHU et qu'on ne reprend pas en interne dans ces cas-là, dans le cadre des conceptions, réalisations, maintenance, à notre compte, en tout cas l'exploitation de ces maquettes BIM. Mais bon, c'est peut-être une expérience qui est intéressante à aller voir et de voir comment ça peut se passer. Alors, je crois qu'il y a d'autres questions qui tombent. Auriez-vous des observations, orientations, recommandations concernant la mise en maquette des installations et la mise à niveau des bases de données qui les accompagnent? Alors, oui, alors sur ça, il existe. Alors, la mise en maquette, je suppose que vous disposez déjà de fichiers 2D, puisque vous appelez ça une mise en maquette, donc c'est la transformation de vos 2D, je suppose, en 3D. Pour ça, il y a des très très bons outils maintenant qui existent. On fait du rétro-dessin, j'appelle ça du rétro-dessin. Alors, par exemple, vous avez, alors de mémoire, il s'appelle Autofluid 3D, mais je dis peut-être une bêtise. En tout cas, c'est un de la série Autofluid. C'est-à-dire qu'il part du principe que le dessin en 3D est beaucoup trop fastidieux à faire directement. Et en fait, l'outil vous demande de dessiner en 2D votre réseau, comme vous le feriez sur AutoCAD avec des outils métiers. Et après, lui-même, en fonction de vos consignes, de vos hauteurs sous plafond et de tout ce que vous lui indiquez, il va générer lui-même les modèles 3D des réseaux. Donc ça, c'est des choses qui, parce que c'est vrai que le dessin en 3D d'un réseau, même avec un outil dédié CVC, il peut parfois être un petit peu ardu. Mais en tout cas, ça, c'est un exemple d'outil qui peut permettre de saisir automatiquement des maquettes, enfin de créer automatiquement ou quasiment automatiquement, disons, des maquettes 3D à partir de plans 2D. Et après, il existe d'autres outils pour l'architecture, hein, on va dire, plutôt pour l'enveloppe du bâtiment, qui sont faits à partir de plans DWG. Là, c'est beaucoup plus classique, mais il existe des outils, je ne sais pas vous dire lesquels, mais là, ça existe. Ça, on peut faire du BIM, en tout cas, générer des volumes plus, on va dire, en masse. Après, la justesse et la pertinence restent à vérifier. Mais ça se fait.
Merci pour cette réponse. Ça rejoint une des remarques que tu faisais dans ta présentation, de dire que peut-être certaines entreprises seraient empêchées de venir sur certains de nos marchés si on impose de travailler en BIM. Alors moi, je peux juste donner une expérience où on a lancé une opération de reconstruction sur une paire de bâtiments. On exigeait du BIM et en tout cas du BIM conception pour pouvoir, et réalisation pour pouvoir le récupérer derrière en exploitation maintenance. Donc on avait une visée bien précise. Et une entreprise est allée chercher un prestataire externe. Il y a maintenant de plus en plus de prestataires externes. On avait pourtant affaire à une grosse PME, mais qui reconnaissait ses limites de compétences dans ce domaine-là et qui a été chercher une compétence externe pour l'accompagner durant le chantier. Alors, je ne vais pas en donner les conclusions puisque le chantier est en cours, mais ça se fait déjà. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, il y a des remarques. Une question de Thomas Lyon. Je partage votre point de vue à propos de la meilleure gestion et mise à jour des données BIM via des formats natifs, ce que nous conseillons à tous nos clients hospitaliers. Vous avez identifié des pistes d'interfaçage entre BIM et GMAO via des API. Il existe cependant déjà des outils de ce type comme Archibus par exemple qui s'interfacent de manière native avec les modèles Revit. Avez-vous des retours sur l'utilisation de ce type de solution GMAO Facility Management? Et c'est signé de Thomas Lyon de chez BIM Access. Alors je ne sais pas si tu veux répondre ou si quelqu'un veut répondre à cette question. En tout cas, moi, je ne connais pas cette solution pour répondre. Je ne connais pas du tout. Je ne connais pas Archibus, honnêtement, je ne connais pas. Mais dans tous les cas, moi, je n'ai pas de retour sur l'interfaçage, en tout cas, de maquettes très vite, avec d'autres solutions de GEM, quelles qu'elles soient. Je n'en ai pas. Donc, si quelqu'un en a, je suis preneur. Avez-vous déjà expérimenté la réalisation de scans 3D en interne ou via des prestataires externes? Alors, ça a été envisagé. L'acquisition d'un scanner avait été envisagée en interne. Après, les coûts étaient quand même importants, mais on n'a pas donné suite. Enfin, en tout cas, la direction n'a pas donné suite à l'acquisition du matériel. Donc, on a continué à faire appel à des prestataires externes, ce qui n'est pas une mauvaise chose, puisque quand on fait des grosses opérations, de toute façon, on n'aurait pas les capacités à le faire, à le faire nous-mêmes, puisqu'on ne serait pas assez nombreux et on n'a pas assez de moyens pour ça. Et un scan 3D limité, dans une emprise limitée, n'a pas beaucoup de sens. Donc, les prestataires externes sont, à mon sens, plus à même de répondre à ce type de demande. Et en plus, c'est des choses techniquement qui ne sont pas invasives. Enfin, voilà, les prestataires sont… J'ai toujours eu que des bons prestataires. Je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui m'a fait un mauvais relevé de pointe 3D, je crois. Ok, merci. Écoutez, on en est à 1h15. Il me reste à vous remercier tous de votre participation à ce 10e webinar. Le prochain aura lieu le 5 octobre. Je n'ai pas encore le résumé du sujet, donc le résumé sera mis en ligne sur le site IHF très prochainement avec toutes les informations. Je vous remercie beaucoup de votre participation. Je remercie beaucoup Alexandre sur toute cette présentation et je vous rappelle que tout sera en ligne sur le site d'IHF pour récupérer tout ce qui vous intéresse à ce sujet-là. Et vous aurez alors les coordonnées d'Alexandre Ozus si vous voulez lui poser des questions. Je ne sais pas si on aura ses futures coordonnées, mais en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Bonne soirée et à très bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir.